Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous y sommes encore cette semaine et ce soir, nous parlons de la solution biologique contre la cécidomie. C'est quoi la cécidomie? Quels sont les types de cultures que la cécidomie peut attaquer? Et c'est un insecte, selon les experts, c'est un insecte à surveiller de près. Nous sommes dans l'émission Café Scientifique et ce soir, pour en parler sûrement de cette thématique que nous abordons, nous avons sur ce plateau avec nous Dr Adoniyan Kassogué. Il est spécialiste biotechnologie et microbienne. Il est enseignant-chercheur à la faculté des sciences et techniques FST, responsable de Laborem Biotech. Alors, monsieur ou docteur Adoniyan Kassogué, merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir. Merci, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et quel est votre état d'esprit actuellement sur ce plateau? Tout va bien, on est dans... avec on s'est déroulé, oui, ça va. Très bien, merci. Alors, ce qui nous met ensemble ce soir, c'est la cécidomie. Vous avez travaillé sur beaucoup de projets sur la lutte contre la cécidomie. Mais dites-nous ce soir, c'est quoi exactement la cécidomie? Ok. Vraiment, je vous remercie de m'avoir accepté vraiment sur ce plateau. Donc vraiment de m'inviter principalement de mieux faire comprendre réellement qu'est-ce que veut dire vraiment la cécidomie. Il faut comprendre que la cécidomie, c'est des tout petits moustiques, principalement des grands ravageurs de riz surtout les graminées, mais toutes les espèces de plantes qui sont très proches de la famille du riz. Ouais. Ok, d'accord. À part cela, est-ce qu'il y a des types de cultures principalement qui sont attaqués par la cécidomie? Bon, actuellement au Mali quand même, à nos connaissances, les ravages quand même se passent principalement sur le riz. Mais il faut comprendre que le riz, il y a plusieurs variétés. Il y a des variétés qui sont vraiment très sensibles, mais il y a des variétés qui tolèrent un peu. Mais elle n'épargne pas aucune variété, quoi. Donc, l'insecte attaque vraiment à toutes les variétés du riz, sans exception. Toutes les variétés de riz. Alors, pour expérience, vous nous avez quand même invité sur l'un de vos projets à Baguinida et à Kangaba. Parle-nous un peu de ce projet. Qu'en est-il réellement aujourd'hui? Est-ce que les paysans sont satisfaits? Oui, il faut comprendre, c'est le comité de recherche des agriculteurs. Il y a eu un appel de la CERUD de Kouloukro, on appelle ça la CERUD, qui a mis un appel à projet dont nous avons postulé aussi. Donc, notre projet a été sélectionné comme meilleur. Donc, nous avons exécuté vraiment ces activités-là au niveau de Baguineda et Kangaba. Vraiment, les paysans sont vraiment très satisfaisants. Ils sont même pressés vraiment d'avoir le produit en question, comment il faut essayer de vulgariser vraiment ce biopesticide-là pour la lutte contre l'insecte ravageur. Mais avant de rentrer dans le débat, d'abord, on doit faire comprendre réellement quelles sont les conséquences, quels sont les dégâts causés principalement par la cécidomie. Okay. C'est les tout petits moustiques qui attaquent le riz. Et une fois depuis au niveau à l'état pépinière, avant le repiquage, donc quand l'insecte pique vraiment qu'on appelle les plants du riz, et elle va pondre des œufs à l'intérieur de la plante et ça va mettre des larves à l'intérieur de la plante. Et ces larves-là, une fois bien développées, bien grandes, là, donc vont faire que, qu'on appelle, au niveau après le repiquage dans le champ, en plein champ, vous allez voir que les plants de riz, de loin, de vue de loin, vous avez l'impression que vous avez des plants de l'oignon. Et comme vous avez des plants de l'oignon, et chaque tal, parce qu'il faut comprendre, les plants de riz à plusieurs tals, et ces tals-là il n'y aura pas d'épiaison, c'est-à-dire que le riz ne va plus donner de riz, de graines de riz, et ça joue exactement, vraiment, principalement, ça joue vraiment sur le rendement. Mais avant de rentrer précisément dans le truc des dégâts, est-ce qu'il y a quelque chose qui cause la cécidomie? Est-ce que ça a des causes, ça a des racines, ou bien ça vient comme ça? C'est le riz, ou bien la culture, même qui attire la cécidomie? Il faut comprendre la cécidomie, comme je viens de dire, c'est des insectes. Hein. Mais ces insectes-là, nous avons fait un constat quand même, ça fait beaucoup de dégâts dans les champs où les paysans sont un peu indisciplinés. Sur quel plan? Principalement des champs qui ne sont pas
où il y a beaucoup d'herbes sauvages aux alentours. Et c'est ça qui attire vraiment l'insecte. Donc, un champ qui n'est pas très bien sarclé. Voilà, bien sarclé, ça veut dire qu'il n'est pas dans les normes, comment on appelle, qui ne respectent pas vraiment les normes vraiment du système agronomique, quoi. Voilà, généralement. Et il faut comprendre, et puis il faut que la cécidomie se trouve vraiment dans pas mal de beaucoup de pays de la sous-région, mais nous avons constaté que dans ces dernières années, vraiment en train de faire beaucoup de dégâts au niveau du Mali, et principalement dans la zone du périmètre irrigué de Baguineda. Sinon, à Nyono, la cécidomie existe, mais vraiment qui fait moins de dégâts par rapport à Baguineda. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que Baguineda est à proximité de Bamako, où il y a beaucoup d'eau polluée, il y a beaucoup vraiment d'herbes sauvages, et qui a en aval de l'abattoir de Sabalibou, donc qui fait que l'eau est un peu plus ou moins contaminée et qui favorise la prolifération vraiment de l'insecte dans la zone périmètre irrigué de Baguineda. Très bien. Alors, les dégâts causés réellement, nous savons que le Mali fait partie des pays qui produisent plus le riz. Ces dégâts causés, est-ce que, à part le fait que ça attaque le riz, est-ce que tout un champ peut être dévasté par la cécidomie? Oui, si je me rappelle bien, ça vaut maintenant 7 à 8 ans de cela. Tellement l'insecte a fait tellement de dégâts dans la zone périurbaine, dans la zone périurbaine même de Bamako, mais principalement à Baguineda. Nous avons le temps même été obligé de laisser tomber vraiment les taxes dont les paysans doivent payer concernant la redevance de l'eau. De le faire laisser tomber parce que les paysans n'ont pratiquement rien récolté. Oui, il n'y a pas eu la récolte n'est pas bonne. Voilà, la récolte n'était pas bonne due à l'insecte. Donc, au fur et à mesure, nous constatons une résistance grandissante d'année en année de l'insecte due à l'utilisation abusive des produits chimiques. Très bien. Ouais. Alors, le jour-là, quand on était allé à Baguineda, vous avez fait quand même des démonstrations pour nous situer exactement par rapport au riz, sinon aux cultures qui sont affectées et celles qui ne le sont pas. Mais quelle est la technique pour lutter réellement contre? Comment est-ce que vous êtes arrivé à lutter contre la cécidomie, surtout dans ce projet? Oui, surtout dans ce projet, bon, je dis que c'est une activité qui a été déroulée en amont parce que j'ai une partie de ma thèse qui était sur l'insecte, la lutte contre ces insectes-là. Donc, nous avons toutes les caractéristiques. Nous utilisons les substances biologiques, les substances d'autres micro-organismes pour la lutte contre ces insectes-là. Mais il faut comprendre, la lutte que nous menons, elle est vraiment spécifique, quoi. Il y a eu des études préliminaires pour mieux maîtriser l'insecte. Donc, j'ai fait ma thèse sur ça. Donc, il faut comprendre que le produit, c'est un produit biologique qui est vraiment très spécifique à l'insecte. Ok. Quels sont les constituants de ce produit en termes biologiques? Quels sont les constituants? Le produit est composé de quoi et de quoi pour lutter contre l'insecte? Le produit, ce n'est rien d'autre chose que je dis, c'est les bacillus, c'est les bactéries, comme nous disons simplement des bactéries, mais c'est des bactéries que nous appelons scientifiquement Bacillus thuringiensis. Donc, qui est très reconnu, donc il y a eu beaucoup de travaux vraiment dans le monde, à travers le monde pour la lutte contre vraiment ces insectes-là. Maintenant, lors de ma thèse, j'ai eu à isoler plus d'une centaine de bactéries de Bacillus thuringiensis. Donc, avec vraiment la prolifération de ces insectes-là, j'ai essayé de sélectionner certains groupes d'insectes pour voir certains groupes de bactéries et faire des essais avec ça, quels sont ces souches-là, les souches bactériennes sélectionnées pour voir quels sont ceux qui sont vraiment actifs vraiment sur la cécidomie. C'est par là que nous avons pu sélectionner 2 ou 3 BT comme ça. Et nous avons eu à faire des essais préliminaires avant même le projet.
des essais préliminaires avec 12 avec en serre et avec certains paysans que nous avons sélectionnés. Nous avons vu que vraiment les résultats étaient vraiment très satisfaisants. Et c'est là, avec l'appel vraiment du projet, de ce projet, nous avons essayé de un peu vulgariser encore pour aller un peu sur le plan de vulgarisation pour vraiment mieux apprécier vraiment l'efficacité du produit en question. Très bien. Alors, vous qui êtes sur le terrain avec les paysans chaque jour, est-ce que la culture du riz a de l'avenir au Mali? Oui, c'est le maillon clé. Sur les produits céréaliers, vous voyez que même en Afrique de l'Ouest, il faut comprendre, après le Nigeria, en Afrique de l'Ouest, après le Nigeria, je crois bien c'est le Mali qui vient en deuxième position sur la culture du riz. Mais est-ce que nous pouvons mieux faire est-ce que quand on prend l'autosuffisance, est-ce que ça nous suffit jusqu'à exporter pour d'autres nations? Oui, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, oui, effectivement, si toutes les zones de culture sont mieux exploitées et encore vraiment la lutte contre qu'on appelle les insectes, les pathogènes, je pense qu'on peut mieux faire et pourquoi pas nourrir même toute la zone sud-Afrique, la zone sud du Sahara. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission Café Scientifique. Si vous venez de nous prendre en marche, merci pour votre confiance renouvelée à la FIA TV avec cette émission du journal scientifique et technique du Mali. Alors, ce soir, nous parlons exactement de la solution biologique contre la cécidomie. Mais docteur, vous avez travaillé également sur la chenille légionnaire. Parlez-nous un peu de cet insecte-là. Ouais, la chenille légionnaire, vraiment, c'est un insecte vraiment qui a fait beaucoup de dégâts. Même à présent, on n'en parle encore les gens. Est-ce que c'est une chenille qui attaque aussi les riz, la culture du riz? Oui, comme on a dit, c'est des ravageurs, il est polyphage, il est phytopolyphage, comme je l'ai dit, qui attaque plusieurs spéculations en même temps. Il faut comprendre dans le temps, 10 ans en arrière au Mali ici, la chenille légionnaire attaquait uniquement le coton. Okay. Maintenant, après ça, on a vu que la chenille vraiment s'est accaparée vraiment des autres plantes qui se trouvent aux alentours qui n'ont rien à voir avec le coton. Et avec l'utilisation abusive vraiment des produits chimiques par les paysans, chaque année, ça fait que les produits chimiques ne sont plus efficaces. Qui leur donne les produits chimiques? C'est pas vous? Les produits chimiques? Oui. Non, c'est des produits que les paysans trouvent ça dans le marché, comme ça, et ça vient de plusieurs chemins. Voilà. Et donc ça veut dire que vous, en tant que spécialiste, bon, en plus l'État, on n'a aucun contrôle sur ce que les paysans utilisent comme produits, sur les produits dans les champs. Bon, quand j'ai dit non, aucun contrôle, c'est un peu trop dire, mais il faut comprendre, c'est la mauvaise utilisation surtout du produit qui amène généralement la résistance. Okay. La mauvaise utilisation. Maintenant, nous, pour éviter tout ça, c'est pour ça que nous, on est contre tout ça. Nous, on veut toujours quitter dans ça, utiliser les produits biologiques. Très bien. Que ce soit d'origine bactérienne, que ce soit d'origine fongique, que ce soit d'origine virale. Tout ça, ça existe et je travaille beaucoup sur ça. Ok, parlant de la chenille légionnaire, c'est dit, votre thèse a spécialement porté sur ça. Et aujourd'hui, quels sont les résultats que vous avez eus pendant vos recherches? Les résultats sont très palpables. Il y a une partie qui a été déjà publiée. Quand vous rentrez sur Google, vous allez voir mes publications principalement sur la chenille légionnaire et d'autres aussi, principalement sur le BT aussi. Des tests ont montré au laboratoire des souches qui sont vraiment à 100% de mortalité sur la chenille légionnaire et il y a d'autres qui sont à 80% de mortalité sur la chenille légionnaire. Il faut comprendre l'utilisation des produits biologiques, ce n'est pas d'éradiquer complètement l'insecte, mais c'est de diminuer le dégât de l'insecte. Parce qu'il faut comprendre, même ces insectes-là aussi, ce sont des vivants dans la nature. Voilà, oui, il faut respecter. Voilà. Ils vivent de ça. Ils vivent de ça. Maintenant, c'est lorsque les cultures sont beaucoup menacées, c'est là que nous utilisons pour diminuer le dégât. C'est là l'objectif maintenant du biologiste, principalement dans la nature. Voilà. Ok. Alors, nous savons très bien que vous conduisez un laboratoire, Laborem Biotech. Vous avez succédé au professeur Diallo Babana. Comment va le professeur Babana? Oui, il va très bien. Il va très bien. Vous avez ses nouvelles? Oui, vous êtes toujours en parfaite... On continue à travailler en équipe. Et même à présent, nous continuons à apprendre aussi toujours à côté de lui. Malgré l'âge, on est toujours.
il est le doyen. Maintenant, il se peut que nous, les côtés techniques est là, mais l'expérience fait souvent la différence. Très bien. Voilà. Alors, Laborem Biotech, parlez-nous un peu de votre laboratoire. Comment ça fonctionne? Quelles sont vos ressources? Comment fonctionne l'équipe en général au Laborem Biotech? Il faut comprendre au Laborem Biotech, c'est toute une équipe pluridisciplinaire. Au niveau du laboratoire, il faut comprendre qu'il y a 4 sous-unités au niveau du Laborem Biotech. Principalement, la définition, c'est le laboratoire de recherche en microbiologie et biotechnologie microbienne. Voilà, et ces 4 sous-unités, il y a l'unité de biopepticides, dont moi-même je suis le responsable en même temps aussi. Et il y a aussi l'unité de biologie moléculaire et il y a l'unité aussi de biochimie. Voilà, et il y a l'unité aussi de biochimie, je crois, si j'ai bien le dit. Oui. Microbiologie, biochimie, biopesticides. Voilà, c'est ça qui existe principalement au niveau du laboratoire. Mais comment le laboratoire fonctionne? Nous savons très bien que vous êtes dans un monde universitaire et il y a plusieurs laboratoires. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Comment est-ce que votre laboratoire contribue réellement à la recherche? Oui, le Laborem Biotech fait partie de la faculté des sciences techniques, comme je viens de le dire. Bon, c'est à travers les activités que nous donnons comme des thèmes de recherche à certains étudiants et les résultats préliminaires que nous trouvons comme résultats saillants, les résultats très saillants, nous essayons de voir vraiment comment nous pouvons mettre ça en pratique au niveau de la société ou au niveau de l'environnement, ainsi de suite. Très bien. Alors, dans votre parcours, naturellement, vous avez aussi vous allez souvent à l'étranger pour former des gens, surtout le cas dans les coulisses tout à l'heure, vous nous parliez de Madagascar. Quand vous allez à Madagascar, comment est-ce que vous êtes accueilli? Comment est-ce que vous apportez votre expertise réellement aux Malgaches? Ok. Je suis très content de cela aussi. Nous intervenons principalement au niveau de la direction de la protection des végétaux à Madagascar. Donc, ils sont beaucoup confrontés aussi avec le problème de la chenille légionnaire à Madagascar qui fait beaucoup de ravages sur les légumes et fruits, mais principalement sur le maïs. Voilà, donc à travers nos activités préliminaires, et là, en collaboration avec les relations aussi du professeur Babana, c'est les Malgaches à travers la FAO, nous avons pris contact en tant qu'experts techniques pour aller les faire soutien, pour aller les soutenir pour la lutte contre vraiment la chenille légionnaire. Vraiment, l'atmosphère est vraiment bien. Et si on se rend même à Madagascar, les Malgaches même ne veulent même pas qu'on retourne au Mali. Ils sont vraiment très contents. Actuellement même, nous sommes en instinct comme ça de voyage encore vers Madagascar pour la lutte. Mais ils sont actuellement très un peu encore avancés parce qu'ils sont en train de partir vers la phase d'industrialisation. Ok, mais est-ce qu'ils sont satisfaits souvent des choses que vous posez comme base chez eux? En termes d'expertise par rapport à la lutte contre la chenille légionnaire? Oui, ils sont très satisfaits parce que les résultats préliminaires que nous avons, qui ont été menés aussi à Madagascar ont donné vraiment c'était très satisfaisant. C'est très satisfaisant. Donc ils sont même pressés de pouvoir encore élargir vraiment l'activité dans plusieurs provinces de Madagascar. Très bien. Alors, dans vos balades dans le monde, vous allez aussi souvent au Brésil pour des consultations, mais parlez-nous un peu de cette expérience-là. Le Brésil, il faut comprendre, c'est mon premier pays d'expérience. C'est là où j'ai commencé les activités de ma thèse. Et là, j'ai évolué sur 2 volets, sur les BT, sur apprendre aussi à cultiver les insectes. Parce que vous ne pouvez pas dire que les insectes qu'on appelle vos produits est efficace. Par exemple, vous avez une batterie qui est efficace tant que vous ne maîtrisez pas l'insecte. Donc, j'avais du mal à trouver vraiment des encadreurs pour m'aider sur l'élevage de ces insectes-là au Mali. J'étais obligé quand j'étais au Brésil. Donc, ils sont très avancés vraiment sur les insectes. L'expérience, c'est quoi? Ils élèvent ça pour comprendre leur fonctionnement? Oui, ils font les essais. Il faut comprendre, nous, on est des microbiologistes. Le côté insecte, c'est les entomologistes. Voilà, mais j'ai appris avec eux comment vraiment maîtriser l'insecte
Et à travers ça, maintenant, j'essaie vraiment mes bactéries avec ça pour voir quels sont les groupes de bactéries que je possède, pour évaluer leur efficacité. Voilà, c'est à travers ça. Maintenant, il faut comprendre, si c'est dans certains pays développés, les insectes, ça se vend. Il y a des gens qui ne font que pour l'insecte et puis ils vendent ça à d'autres laboratoires pour d'autres objectifs. Mais comme nous n'avons pas ça ici, on est obligé d'élever et faire l'essai avec ça. C'est comme double travail. Ok. Voilà. Très bien. Alors, j'espère que le projet que vous avez avec les paysans à Kangamba et à Baguinida, le projet est terminé. Le projet, on ne peut pas... bon, c'est un problème bien de... la phase première est terminée. Voilà, la phase première, la première phase quand même est terminée. Mais quelle est la relation que vous avez gardée avec oui, ces on est paysans? toujours en contact. Même hier, même, je vois, il y a certains paysans qui m'ont appelé et dit, bon, l'hivernage se rapproche. Quel est notre programme principalement cette année? Bon, mais ça dépend du bailleur. Maintenant, voilà, le maillon clé, c'est il faut avoir des fonds pour pouvoir mieux se déplacer et encore comment élargir, produire même en grande quantité. Ça demande vraiment beaucoup de moyens, quoi. Donc, merci beaucoup. Vous l'avez écouté, lui aussi il a touché. Parmi tous les chercheurs et les scientifiques que nous avons reçus sur ce plateau, il parle de recherche, le financement de la recherche. Et la question revient encore une fois, comment on finance la recherche au Mali et dans la sous-région, pourquoi pas en Afrique? Comment les chercheurs africains arrivent à chercher, à trouver des solutions pour des problèmes qui minent notre société? Et la même question vous revient. Vous êtes sur des projets, mais est-ce que vous avez l'impression que l'État aussi fait des efforts pour financer la recherche au Mali et en Afrique, les gouvernements africains? Oui, maintenant, je vais commencer par l'Afrique d'abord. Voilà, vous avez le choix, professeur. Voilà. Bon. Maintenant, bon, principalement pour le Mali, là où dont je maîtrise bien, c'est vrai, l'État est en train de fournir vraiment un peu quand même d'efforts, mais moi quand même en tant que chercheur, je trouve que c'est insuffisant. Non, vous trouverez forcément que c'est insuffisant, voilà, mais vous reconnaissez quand même qu'il y a des efforts louables qui sont effectués. Oui, il y a des efforts qui sont à travers les FCRIT. À travers les FCRIT, l'État, il y a un certain pourcentage du budget qui est ciblé principalement sur la recherche. Mais c'est l'idée qu'on appelle... Mais est-ce que vous avez déjà senti ça au niveau de votre laboratoire? Est-ce que vous avez senti déjà ce fonds ou bien c'est à travers une compétition forcément que vous devez gagner ce fonds-là? Oui, on a déjà eu ces fonds. Même actuellement, c'est vrai que le décaissement est très très lent. Souvent, il y a trop de... Vous pouvez postuler. J'ai même actuellement un projet à travers ces fonds, FCRIT. Imagine le projet qui est accepté depuis 2018, même à présent, le projet n'est pas encore exécuté. Vous voyez, c'est trop lent. Donc, c'est ça et quand c'est comme ça, ça décourage vraiment le chercheur en question. Ok. Voilà. Donc, revenons quand même à la question. La problématique du financement de la recherche au Mali, en Afrique. Vous avez parlé quand même du cas du Mali. En Afrique en général, vous avez eu contact avec d'autres chercheurs de la sous-région, même hors de l'Afrique. Mais comment fonctionne le financement de la recherche? Bon, il y a certains pays vraiment avec l'expérience où j'ai eu la chance à visiter. Je vois que dans certains pays, vraiment ça va, où on les met en compétition pour encourager les chercheurs vraiment pour mieux. Concernant les financements au Mali, la remarque que c'est la lenteur du décaissement vraiment des fonds. Souvent, on peut avoir des projets, mais pour pouvoir exécuter le projet, on peut mettre 2 ans, 3 ans. Donc vraiment, ça, c'est pas bien vraiment pour la recherche. Voilà. Maintenant, concernant vraiment dans l'ensemble, même au niveau de la sous-région, sur la recherche, c'est là que la vulgarisation des résultats des recherches, ce qui veut dire. Vraiment, bon, les fonds, quand même, comme vous voyez, il y a certains pays quand même qui encouragent beaucoup, vraiment, les chercheurs, en les mettant en compétition. C'est là qu'ils mettent des prix. À travers ces prix-là, donc, les chercheurs compétir. Donc, ça fait que ça donne vraiment l'engouement, ça veut dire le courage à vraiment pas mal de chercheurs pour vraiment aller atteindre le sommet. Voilà. Très bien.
Alors, nous allons faire un petit retour en arrière pour parler encore des chenilles légionnaires. Légionnaires, voilà, je suis arrivé enfin. Vous pouvez nous parler un peu de ces deux éléments, le biostimulant et les biofertilisants. Comment est-ce que ces éléments peuvent lutter contre les chenilles légionnaires? Et vous encadrez aujourd'hui les jeunes dans ce sens-là? Non, je vais un peu recadrer ce que vous êtes en train de dire. Oui, recadrez-moi, Voilà. je suis En ouvert. fait, les biostimulants et les biofertilisants, ça c'est le côté de la fertilisation. Ok. Pour la croissance de la plante, comment on peut booster vraiment le rendement. Ok. Qui n'a rien à voir avec la lutte contre vraiment les insectes. Ok. Voilà. Nous utilisons vraiment des bactéries aussi, des extraits bactériennes aussi pour les sols qui sont déjà pauvres ou bien qui sont déjà beaucoup contaminés par les produits chimiques, n'est-ce pas? Quand il y a les produits chimiques ici, par exemple, l'utilisation abusive de l'engrais qui perturbe vraiment la composition physico-chimique du sol. Donc il faut que nous quittions dans ça. Donc nous encourageons, nous formons vraiment des paysans pour vraiment, surtout dans le côté maraîchage, pour l'utilisation vraiment des extraits bactériennes pour vraiment enrichir le sol, voilà, pour un peu booster le rendement. Donc parmi les biofertilisants, quels sont les éléments réels que vous utilisez Les pour... biofertilisants que nous utilisons ici, il y a pas mal de bactéries que nous faisons, mais nous travaillons beaucoup principalement sur l'azospirillum et le trichoderma. L'azospirillum est une bactérie, et le trichoderma c'est un champignon. Ok. Voilà. Pas mal d'autres, mais il y a aussi même les actinomycètes aussi. Ok. Ok. Alors, je crois que nous allons quand même vers la fin de cette émission où nous sommes dans l'émission Café scientifique. Nous parlons de la solution biologique contre la cécidomie et nous avons touché également les chenilles légionnaires. Aujourd'hui, ici, on doit parler de la lutte contre la cécidomie. Vous avez dit la chenille légionnaire même sur laquelle vous avez travaillé. Ça attaque plusieurs cultures comme les tomates. Il faut nous en parler. Okay. La chenille légionnaire, il faut comprendre, c'est un insecte qui a pris origine vers l'Amérique latine, hein, maintenant qui s'est retrouvé vraiment en Afrique subsaharienne. Et au Mali, l'insecte a été connu principalement sur le coton. Et c'était le seul contrôle, il y avait soit on faisait le contrôle mécanique ou chimique, mais les paysans, les cotonculteurs utilisaient vraiment de façon grandissante chaque année vraiment les produits chimiques pour la lutte contre vraiment les chenilles légionnaires. Parce que c'est un insecte qui attaque surtout la larve, ce n'est pas l'insecte lui-même qui attaque la larve qui perfore les boutons floraux du coton. Maintenant, on a vu qu'à proximité vraiment des cotons, les paysans faisaient les cultures de maïs à côté. Donc l'insecte maintenant, au fur et du temps, l'insecte a pris la résistance, donc le produit chimique n'avait plus d'effet et l'insecte a migré maintenant du coton maintenant vers le maïs. Et en plus, l'insecte ne s'est pas arrêté là, l'insecte encore a migré, encore est parti vraiment vers la tomate, la laitue. Donc, pas mal de plantes maintenant à proximité. Donc, actuellement où on est, l'insecte s'attaque à tout. Voilà. Donc, c'est par là le choix de ma thèse est venu. Donc, on a essayé de maîtriser comment se passer ces deux grands groupes. Il y a la chenille légionnaire. La chenille légionnaire, il y a deux grands groupes. Il y a le Spodoptera frugiperda, c'est le nom scientifique, hein, et Helicoverpa armigera. Donc, ce sont vraiment ces deux insectes-là, vraiment ces deux groupes-là qui font beaucoup de dégâts au Mali et même dans la sous-région. Et à l'expérience, il se peut qu'un jour, vous êtes en train de... Pendant bientôt, c'est le moment des maïs frais. Donc, on fait le grillé, le braisé, n'est-ce pas? En enlevant, vraiment, en dépluchant vraiment la peau, vous pouvez voir des larves qui sont couchées à l'intérieur du maïs. C'est là la chenille légionnaire. Et souvent aussi, vous pouvez, en coupant des belles tomates, vous voyez des belles tomates comme ça, en découpant seulement, vous voyez la larve est bien couchée à l'intérieur de la tomate. C'est ça la chenille légionnaire. Mais il faut comprendre, à l'état, l'adulte, l'état, c'est des papillons, mais des papillons nocturnes hein, qui viennent vers le crépuscule au champ. Souvent, même le paysan même ne voit même pas l'insecte parce qu'il vient vers le crépuscule. Donc, à ce moment, l'insecte qu'on appelle nectarivore, ça veut dire qu'il vient
à travers les fleurs pour pouvoir avoir le nectar de la plante. Donc, en cherchant le nectar, donc il laisse pondre, il laisse tomber, il laisse les œufs dans l'environnement. Et c'est ces œufs-là, avec l'éclosion des petites larves qui vont percer vraiment le fruit ou bien vraiment qui vont laisser coucher à l'intérieur même des plants. Et maintenant, ces larves-là vont essayer d'agrandir. Et ces larves, il faut comprendre, ces larves-là c'est des ravageurs. Eux, ils se nourrissent. C'est eux-mêmes qui font les dégâts. Tout ce qui est comme feuilles, tout ce qui contient la chlorophylle, ils se nourrissent de ça. Voilà. Okay. Alors, il est souvent une question, il s'agit souvent d'une question qui revient dans les ménages. Lorsque vous voyez une partie du fruit pourri, il ne faut pas manger ça. Mais lorsque le fruit est bien doré, les gens sont plus attirés vers ça. Mais est-ce que là, ce que la larve a déjà touché, le fruit que la larve a déjà touché, est-ce qu'il faut consommer ça ou bien il faut jeter, il faut jeter carrément le fruit, la laitue, le maïs ou la tomate? Bon, la question que vous êtes en train de poser, ça c'est deux aspects qui sont différents. Je m'explique. Par exemple, concernant, parce que ça, vous avez touché à, par exemple, sur l'aspect, ça veut dire que si vous voyez des plants, soit des légumes et fruits qui sont très bons, très jolis. Très jolis. Bon, souvent ça peut nous tiquer. Est-ce que réellement, ce fruit-là est écologique ou pas? Parce que je ne vais pas me prononcer sur si c'est biologique, parce que biologique c'est un peu trop dit. Parce qu'il faut comprendre, si c'est écologique, cela veut dire qu'on suppose que vraiment le paysan n'a pas utilisé de produits chimiques jusqu'à la récolte. Voilà. Bon, on se pose la question de le fait que le marché n'est pas contrôlé. On se méfie vraiment si réellement sur le fruit ou le légume vraiment n'a pas été abusivement utilisé, n'a pas été en contact abusif avec les produits chimiques. Donc souvent quand c'est trop joli, souvent on se pose des questions. On se pose des questions. Maintenant, mais concernant l'attaque même de l'insecte, même sur les fruits et les légumes, il faut comprendre, c'est la dépréciation. D'abord, c'est la dépréciation même marchande même du produit en question. Parce que quand c'est trop perforé, vous n'aurez pas vraiment le courage de vraiment d'acheter, ou bien ça va diminuer la valeur marchande même du produit. Il y a ça, il faut comprendre, mais surtout, c'est la baisse de rendement. Okay. Voilà, parce que ça perfore vraiment la tomate, par exemple. Vous voyez que vous n'aurez plus assez de produits. Donc il y a le baisse des rendements et c'est des pertes vraiment pour les paysans. Mais est-ce qu'il faut consommer ça? Les insectes? Ou non, pas les insectes. Les produits qui sont perforés par les larves ou les... Oui, si c'est le couvert pas, je pense que bon, c'est des larves. Bon, en réalité, mais il faut comprendre, ces insectes-là, souvent, ils créent des portes d'ouverture. Ils créent des portes d'ouverture sur le produit et il y a des pathogènes opportunistes qui peuvent profiter, venir contaminer le produit. C'est ça le problème. Voilà. Voilà, c'est ça le problème. Donc, si c'est perforé quand même par les larves, ça fait que vraiment, on n'aura pas grand-chose, quoi, vraiment à manger. Voilà. Très bien. Ouais. Alors, peut-être une dernière question. La biologie, la science biologique et le développement. Comment est-ce que nous pouvons faire un ajustement, c'est-à-dire un lien entre la biologie et le développement d'un pays? Oui. On ne peut pas être vraiment sur cette planète Terre sans parler de biologie. Et quand tu parles de... Et je peux, avec ma spécialité, on ne peut pas parler de développement vraiment sans la biologie, surtout sans la microbiologie, que ce soit le domaine de gain sur le plan, et que ce soit même le domaine de la santé. Okay. Voilà, parce qu'il faut comprendre pourquoi ici, nous disons, on parle d'utilisation des produits biologiques. Parce qu'il faut comprendre, c'est pas seulement, il ne faut pas regarder seulement le côté insecte, vous-même qui employez le produit. Parce qu'imagine quelqu'un qui utilise le produit chimique, sa santé est exposée, l'environnement est menacé, n'est-ce pas? Mais si le produit est spécifique, c'est biologique, même si l'objectif n'est pas atteint au niveau du champ, mais au moins quand même sa santé est protégée. C'est ça qui fait que vraiment l'utilisation des produits biologiques est intéressante. Et encore, c'est des produits qui ne persistent pas dans l'environnement. Vous l'utilisez en une semaine seulement,
avec les rayons UV seulement, le produit disparaît. Vous le réutilisez encore pour d'autres fins encore. C'est toujours comme ça. Or, les produits chimiques qui font 10 ans, 30 ans, c'est toujours là. C'est ça. Donc, quand ta santé est protégée, déjà, ça, c'est le premier développement. Voilà. Et après ça, tout va venir encore. Voilà. Très bien, merci. Alors, le réchauffement climatique en lien avec l'agriculture au Mali, qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir apporter une solution au réchauffement climatique pour que cela n'ait pas d'impact sur notre agriculture au Mali? Juste votre avis sur la question. Vous reprenez là? Le réchauffement climatique, nous tous nous savons aujourd'hui qu'il y a le changement climatique. Maintenant, comment est-ce que ce réchauffement-là, quel est l'impact que ça a sur l'agriculture malienne? Mais l'impact du réchauffement sur l'agriculture, mais ça, il y en a tellement, parce que je peux même en citer quelques-uns. Imagine l'impact du changement climatique. Moi, je dois dire changement climatique. Vous voyez que le calendrier agricole n'est plus respecté. Oui. Vous voyez, le calendrier agricole n'est plus respecté. Et quand vous regardez aussi, soit les pluies sont précoces, soit les pluies sont tardives. La régularité aussi des pluies, la répartition des pluies dans le temps aussi est vraiment beaucoup perturbée. Et encore, s'il y a moins, il y a le stress hydrique, quand je dis principalement dans le domaine de l'agriculture, s'il y a moins d'eau, il y a le stress hydrique qui est là et qui va impacter directement sur vraiment le rendement. C'est pour cela que nous, on veut pallier à ça en utilisant d'autres micro-organismes pour vraiment essayer de solutionner. Parce qu'il y a les mycorhizes qui essaient d'aider la plante à supporter le stress hydrique, les champions mycorhiziens. Très bien. Alors, c'est sur cette question que nous allons nous séparer. On va vous donner quand même la parole pour un dernier mot, votre mot de la fin dans cette émission Café Scientifique. Oui, bon, je suis vraiment très content. C'est vrai qu'avec les questions, souvent les idées viennent de façon dispersée. Mais je suis vraiment très content, très ému, vraiment de temps en temps avec ces genres d'émissions. Ça fait que vraiment, on peut être connu vraiment localement, ou même dans la sous-région, pourquoi pas, de façon internationale. Et encore, ça va pour que aussi que les acteurs, ça va les grands entrepreneurs, pour mieux comprendre et aient confiance aussi vraiment aux différents chercheurs qui se trouvent dans à l'interne. Et maintenant, pour aider et encourager vraiment les chercheurs pour mieux développer les résultats des recherches. Moi, je dis les résultats des recherches. Il y a pas mal de résultats des recherches qui sont restés dans les tiroirs. Maintenant, il faut qu'on sorte au-delà de ça. Il faut que ces résultats-là, on profite, on essaie de mettre ça en application pour pouvoir aider la population. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Le développement du pays. Merci beaucoup, professeur Adoninia Kassogé. Je rappelle que vous êtes spécialiste biotechnologie microbienne. Vous êtes enseignant-chercheur à la faculté des sciences et techniques et responsable du laboratoire Laborem Biotech. Mesdames et messieurs, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Alafia TV. C'est une émission qui est émise par le journal scientifique et technique du Mali, produite par Alafia TV. On se revoit la semaine prochaine, même heure, pour une nouvelle aventure. D'ici là, prenez soin de vous, mais sachez que c'est Dieu qui demeure fort. Merci. Merci.